Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Et donc ici, je vous ai déjà partagé un slide sur la semaine thématique commerce, mais vous êtes bien connecté à un webinaire sur la thématique de la transmission d'entreprise. Ici, on aura un webinaire sur la reprise d'une société en faillite ou en PRJ avec Lucille Bermond, qui est avocate en droit des affaires et qui va animer cet atelier. Je me présente vraiment très brièvement. Je m'appelle Catherine, je travaille au service 18-19. Donc le 18-19, qu'est-ce que c'est? C'est un service régional qui a pour mission d'informer et d'orienter tout entrepreneur dans ses démarches de création ou de développement d'activités à Bruxelles. Alors plusieurs fois par an, on organise des semaines thématiques. Et donc ici, on arrive à la fin de la semaine thématique sur la transmission d'entreprise. Comme vous le voyez, en décembre, on aura une autre semaine thématique qui sera sur voilà, le thème des commerces et des commerçants. Et donc, si vous êtes commerçant ou si vous envisagez d'ouvrir un commerce, il y a aussi pas mal d'activités qui pourront vous intéresser. En dehors des semaines thématiques, au 18-19, on organise d'autres types d'événements. Je vais essayer d'avancer dans mon slide. Voilà, donc si vous allez sur le site web du 18-19 dans la partie événements, vous pouvez visualiser tout ce qu'on organise comme activité et aussi tout ce que nos partenaires organisent en termes de workshops, séminaires, formations, séances d'information, etc. Alors, vous le savez certainement, le 18-19, c'est aussi un numéro de téléphone que vous pouvez joindre de 9h à 17h du lundi au vendredi et poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si à la suite de ce webinaire, vous avez encore des points sur lesquels vous voulez nous interroger. Je vais laisser la parole désormais à notre oratrice. Donc, je vais couper ma webcam, redésigner Lucille comme présentatrice pour que vous puissiez voir sa présentation. Alors, un dernier mot technique que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat durant tout le webinaire et on prendra 10 à 15 minutes à la fin de la présentation pour passer en revue vos questions et pour y répondre en direct. Donc, restez avec nous et surtout utilisez le chat, comme je le disais, pour nous poser toutes vos questions. Voilà, bon webinaire, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Les conditions sont un peu particulières pour ces webinaires puisqu'effectivement, je me sens un peu seule. Néanmoins, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'on puisse avoir un peu d'interaction, même si j'y répondrai au maximum à la fin de la présentation. La matière est assez dense. Je vais essayer d'être claire et d'insister sur les points importants. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lucille Bermond. Je travaille pour le cabinet Janson, qui est un cabinet d'affaires. Et je suis avocat spécialisée en droit commercial, droit des sociétés, et particulièrement la restructuration d'entreprise. Je suis régulièrement désignée comme mandataire de justice au sein du tribunal de l'entreprise et je suis également curateur auprès de ce tribunal. Raison pour laquelle la transmission des entreprises, tant sur un plan de la faillite que sur le plan des réorganisations judiciaires, j'en pratique très, très régulièrement. J'espère pouvoir vous donner la matière la plus pratique possible pour que concrètement, quand vous vous trouviez face à un curateur ou face à un mandataire de justice, vous ayez les bons réflexes et vous ayez déjà une certaine connaissance du terrain pour pouvoir être plus familier avec la procédure. On va rentrer déjà dans la matière. Est-ce que je vais y arriver? J'ai déjà perdu mon PowerPoint. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien ce que vous voyez? Oui, on est bon. On va d'abord commencer par la reprise d'une entreprise après faillite, en reprenant les bases légales et comment ça se passe en pratique pour ensuite un petit peu voir les démarches à réaliser. Les principales étapes d'un déroulement d'une faillite, eh bien d'abord, il y a une société qui soit fait aveu de faillite, soit est citée en faillite devant le tribunal parce qu'elle est en cessation de paiement et en ébranlement de crédit. Ce sont les deux conditions de la faillite, outre le fait d'être une entreprise.
le tribunal, à ce moment-là, va désigner un curateur. Curateur qui va avoir une double casquette, qui est la casquette tant de prendre la place du gérant et de défendre les intérêts de la société, mais également de défendre les intérêts de tous les créanciers. Tout de suite, le curateur, puisqu'il va avoir toute la responsabilité de la gestion de la société, va essayer de rencontrer le plus vite possible les organes d'administration de la société, ou bien le failli s'il est en personne physique, avec le juge commissaire pour pouvoir faire un petit état des lieux et voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, ça se fait souvent au siège social de la société ou au domicile du failli, ou là où il exerce son activité. Et on va prendre un maximum d'informations à ce moment-là pour savoir quel est l'actif, le personnel qu'il y a, les contrats qu'il y a en cours, s'il y a des matières qui sont périssables, s'il y a des mesures de sauvegarde à prendre, s'il y a des immeubles, si les assurances sont en ordre. Toutes ces informations vont permettre tout de suite de voir un petit peu s'il y a lieu éventuellement de faire une poursuite d'activité ou si on ne fait pas de poursuite d'activité, alors on met fin à quasi tous les contrats qui sont en cours. Comme la thématique ici est effectivement le transfert d'une activité, on ne va pas s'intéresser à toutes les faillites où il n'y a plus d'actifs ou bien il n'y a plus d'activité. Ça n'est pas le sujet du séminaire aujourd'hui. Alors, une fois que on voit ça, le curateur a la possibilité, s'il y a une certaine urgence, lui, de prendre la décision de poursuivre. Et il va demander ensuite de se faire couvrir par le tribunal pour poursuivre ou non. Mais cette poursuite peut également être demandée par toute personne intéressée. Donc, ça pourrait être les travailleurs qui demandent la poursuite de l'activité parce que c'est dans l'intérêt du sauvetage de leur entreprise. Ça pourrait être bien sûr le gérant qui demande la poursuite de l'activité, enfin l'ex-gérant. Ça peut être éventuellement un concurrent ou quelqu'un qui est intéressé pour reprendre l'activité qui peut demander la poursuite afin de pouvoir reprendre en going concern l'activité, le business qui est en place. Et donc le curateur, lui, sa mission est effectivement de récolter le maximum d'actifs pour pouvoir payer les créanciers. Il a une certaine latitude pour pouvoir agir. Au niveau des stocks périssables, si jamais il y en a, ou des choses qui peuvent se déprécier très rapidement, eh bien, le curateur peut prendre d'office très rapidement les mesures et vendre avec l'autorisation du juge commissaire. Donc, le juge commissaire est un juge non professionnel, donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un comptable, qui est là pour chapeauter un petit peu la procédure et vérifier que tout se passe bien. Donc, si vous avez un problème un jour avec un curateur qui ne répond pas à vos questions, qui ne répond pas tout court à vos emails, vous avez l'impression qu'il ne fait rien, vous pouvez toujours prendre contact avec le juge commissaire. Donc, vous avez dans les jugements toujours ses coordonnées afin de pouvoir l'informer du fait que vous estimez que le curateur n'agit pas assez rapidement ou ne prend pas en compte les informations que vous lui donnez ou que sais-je. Alors, le curateur, il peut aussi vendre les actifs, donc tout ce qui est, il pourrait vendre des machines, il peut vendre de l'informatique, il peut vendre des brevets. Tout ça, il doit le faire de manière la plus adéquate et il aura toujours besoin juste de l'aval, de l'autorisation du juge commissaire pour vendre ça. Là, pour les immeubles, là, il va soit choisir de faire une vente publique, et là, il aura besoin uniquement de l'autorisation du juge commissaire, soit il va décider de faire une vente de gré à gré pour l'immeuble, et alors là, il aura besoin de l'autorisation du tribunal. L'intérêt d'un rachat, que ce soit de l'activité ou bien juste de certaines branches d'activité ou certains actifs, dans le cadre d'une faillite, c'est ce qu'on appelle une vente purgeante. L'intérêt d'une vente purgeante, c'est que vous n'allez reprendre dans cette société que des actifs. Et tout le passif, donc toutes les dettes qui sont attachées à cette activité ou à ce bien, resteront dans la société faillie et ne vous concerneront pas.
Alors, cet intérêt existe tant pour la procédure de faillite que pour la procédure de réorganisation judiciaire. Et ça, c'est vraiment la clé, l'élément le plus important et le plus attractif pour une reprise d'activité. Parce que si vous reprenez normalement l'activité, par exemple, vous faites une session de fonds de commerce normale, vous avez besoin à tout le moins, quand bien même vous ne prenez pas les parts de société, donc vous ne faites pas un share deal mais un asset deal, vous prenez que de l'actif et vous ne rachetez pas les parts d'une société, eh bien pour faire cet asset deal, par exemple si c'est une vente de fonds de commerce, vous aurez besoin des attestations ONSS, des attestations du SPF Finance, donc TVA, ISOC, tout ça, et des cotisations sociales. Et dans une procédure qui est un peu particulière et dans laquelle je ne rentrerai pas. Si la société cédante n'est pas en ordre, eh bien le cessionnaire sera tenu de l'ensemble de ces dettes-là auprès des différentes administrations, ce qui peut être relativement lourd de conséquences au niveau financier. Dans le cadre d'une faillite ou d'une réorganisation judiciaire, eh bien il n'y a pas ça. Pour faire un simple comme exemple, demain vous avez un immeuble qui est dans la faillite, vous voulez acquérir cet immeuble que vous voulez acquérir parce que c'est le siège d'exploitation, c'est une usine par exemple, et dans cette usine il y a toute l'activité, eh bien, quand bien même une banque a une hypothèque sur le bien et qu'il resterait encore un crédit de 300 ou 400 000 euros sur ce bien-là, si vous en faites l'acquisition par le biais d'une faillite ou par le biais d'une réorganisation judiciaire et que cette vente est acceptée, donc sous condition soit de l'accord du juge, du tribunal, de l'homologation, il faut voir un petit peu, eh bien, le créancier hypothécaire aura éventuellement son avis à donner, mais c'est un avis consultatif et le juge pourra tout à fait accorder cette vente quand bien même le créancier hypothécaire n'était pas d'accord sur cette vente parce qu'il n'était pas totalement désintéressé de sa créance. Et sa créance sera reportée sur le prix de vente, quand bien même il ne récupère pas tout. Donc, vous achetez un immeuble qui sera enlevé, quitté libre, donc enlevé de toute hypothèque, de tout passif vis-à-vis de ce bien-là. Donc, ça, c'est clairement l'atout majeur de cette procédure de rachat d'une activité par la faillite ou la réorganisation judiciaire. Certes, vous prenez plus de risques, mais derrière, vous avez tout de même un cadeau qui, bien qu'il y ait moins de garantie au départ, mais vous donne quand même une certaine garantie, vous ne rachetez pas de passif. Il faut être attentif aussi au fait que, contrairement à la faillite ou la réorganisation judiciaire, si vous achetez un bien, par exemple, dans le cadre d'une liquidation, que ce soit une liquidation volontaire ou une liquidation judiciaire, avec donc un liquidateur de la société, là, il n'y a pas ce système de purge et donc, il faudra, l'accord de tous les créanciers hypothécaires si c'est un bien immeuble, mais vous ne serez pas nécessairement, s'il ne donne pas son accord, eh bien, vous ne pourrez pas acquérir ce bien. Et vous ne serez pas déchargé du passif qui est attaché à ce bien-là. Donc, l'intérêt de la purge existe dans la faillite et dans la PRJ, la procédure de réorganisation judiciaire, mais pas dans la liquidation. Il faut être attentif à ça. Revenons donc à la faillite, de manière un peu plus précise. Et de manière factuelle, comment va se passer la procédure, comment va faire le curateur quand il va avoir une activité? Il va essayer d'avoir un maximum d'informations de la part des administrateurs qui ont une obligation légale de coopérer au maximum avec le curateur, qui est une obligation qui est pénalement sanctionnée en cas de non-collaboration. L'administrateur ou le gérant peut être poursuivi pour ne pas avoir assisté le curateur dans sa mission. Alors, il va demander, premièrement, la personne la mieux placée pour trouver un acquéreur à son activité, eh bien, c'est ce gérant, cet administrateur qui connaît le milieu, qui connaît ses concurrents,
qui connaît exactement qui pourrait être intéressé et comment. Alors, il va essayer d'avoir une liste de tous ses fournisseurs, de tous ses clients éventuels et de tous les concurrents pour envoyer un email, envoyer l'information afin de recueillir un maximum d'offres. Éventuellement, il pourra faire appel à un expert gardien qui lui fera tout l'inventaire et qui fera une publicité un peu plus large auprès de son réseau et auprès du milieu dans lequel évolue la société. Il pourrait également faire appel à des journaux et publier quelque chose, par exemple dans l'Écho ou dans le Soir, si ça devait être une activité qui pouvait, ou le faire connaître. Récemment, vous avez peut-être entendu qu'il y a le Cercle de Lorraine qui a fait une réorganisation judiciaire. Eh bien, on en a pas mal parlé dans les médias. Le mandataire de justice a essayé de faire connaître au maximum l'information pour que les gens intéressés puissent venir à elle au maximum. Et puis, il y a aussi le bouche à oreille, mais ça reste quand même souvent le plus efficace. Et souvent, les curateurs sont appelés ou sont touchés par des personnes qui sont des fournisseurs, des clients. Ça va très, très vite dans les réseaux et dans les domaines respectifs. Alors, le plus simple, c'est de prendre contact avec le curateur le plus rapidement possible quand vous avez connaissance d'une faillite et que ça peut vous intéresser parce que le timing est vraiment serré. Pourquoi? Parce que le curateur, à partir du moment où il va décider de poursuivre l'activité, il va faire ce qu'on appelle des dettes de la masse. Et donc, il va prendre un risque puisque à sa charge, quelque part sous sa responsabilité, il va créer de nouvelles dettes. Il va créer des nouvelles dettes du personnel, il va créer des nouvelles dettes pour les contrats qui sont en cours, le contrat de bail éventuellement, le contrat avec les fournisseurs, l'hébergement du site internet s'il doit continuer. Tout ça, ça a un coût et donc ça doit être sur une période la plus réduite possible pour être certain que le jeu en vaut la chandelle et que il ne prendra quasiment aucun risque. Alors le curateur, effectivement, contrairement à la réorganisation judiciaire où c'est d'office une procédure ongoing concern, donc l'activité est poursuivie pendant toute la procédure, la curatelle, la faillite, c'est très rare, sauf quand il y a des faillites, effectivement, il y a énormément d'actifs, que le curateur ose prendre la responsabilité d'une poursuite d'activité. La poursuite d'activité peut lui être imposée par ce tiers intéressé qui va demander au tribunal l'autorisation de poursuite. Mais lui va rarement le faire. En revanche, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va potentiellement mettre fin au contrat, mais essayer dans les 2 semaines qui suivent de faire une cession de l'activité. Et donc, il y aura une mini-rupture de l'activité, mais qui pourra être reprise en déant le mois. Normalement, tout se fait en déant le mois entre le jugement de faillite et la reprise effective de l'activité par un repreneur. Pour connaître qui est le curateur d'une société, vous avez le nom d'une société, vous allez sur le site de la BCE, la Banque Carrefour des entreprises, et vous allez sous l'onglet Public Search. Et vous mettez la nouvelle recherche par nom, vous mettez le nom de la société. Ce qui vous donnera ensuite, ici, vous allez tomber, par exemple, moi j'ai mis la société AS Ventilation. Vous avez ici ouverture de faillite, vous avez la date à laquelle cette faillite a été ouverte. Et puis, vous avez ici, vous pouvez, donc c'est soit masquer, soit voir les titulaires des fonctions, tous les anciens administrateurs, mais surtout ce qui vous intéresse, c'est ici curateur désigné par le tribunal, Lucille Bermond. Une fois que vous avez le nom du curateur, vous allez sur Google, vous googlez son nom et normalement vous tombez sans souci sur ses coordonnées, les coordonnées de son cabinet et vous entrez tout de suite en contact afin qu'il vous donne les informations dont il dispose et la manière dont il voit un peu les choses pour que vous puissiez faire votre offre. Je ne sais pas pourquoi c'est figé.
Commencer. Désolée pour le petit contretemps. Voilà, on va y arriver. Le petit devoir ici. Ok, on y est. Hop, je le mets en plein écran. Et là, on est reparti. Donc, nous en étions, je vous avais expliqué comment faire la recherche à la Banque Carrefour des entreprises. Et au niveau de l'offre qui viendra ensuite, une fois que vous avez pu avoir accès aux informations, alors le curateur va vous donner les informations dont il dispose telles quelles et il ne va pas, contrairement à une session normale où vous aurez toute une série de clauses de garantie, voilà, la garantie de passif, mais vous n'en avez pas besoin, mais il ne va pas pouvoir vous garantir l'état des machines, le fait que les primes d'assurance soient toutes payées nécessairement rubis sur ongle. Il va simplement vous donner telles quelles les informations dont il dispose. Alors, vous pourrez lui demander pour essayer de faire une sorte de due diligence, toute une série d'informations, mais lui n'est pas tenu à un devoir d'information plus important que ce qu'il ne peut lui-même disposer de l'administrateur ou du gérant. Donc ça, effectivement, c'est le risque. La contrepartie de ce risque-là, eh bien, c'est évidemment le prix de la cession qui sera, en toute logique, bien moindre en cas de faillite qu'en cas de cession normale d'une activité. Il faudra dans l'offre bien justifier les montants, le montant des postes. Donc, par exemple, vous avez un immeuble, quel est le montant de l'immeuble que vous affectez à l'immeuble, quel est le montant que vous affectez au stock, quel est le montant que vous affectez au brevet, quel est le montant, parce que au niveau des privilèges, ensuite, dans la répartition du prix que le curateur va avoir, ce sera important pour lui d'avoir ces compartiments quelque part. Au niveau du personnel repris, il faudra effectivement bien préciser quel est le personnel que vous souhaitez reprendre, la manière dont vous souhaitez le reprendre. Et alors, vous aurez toujours cette question du bail, de savoir si le bail, vous pouvez le reprendre ou non. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire votre offre avec une condition suspensive de l'acceptation du bailleur de poursuivre avec vous le contrat. Soit de faire un nouveau contrat, ce qui pourrait être intéressant puisque si par exemple c'est un bail commercial, eh bien vous récupérez alors une durée maximale qui vous protégera et vous aurez des clauses qui sont un peu plus à jour et qui pourront être, le cas échéant, ajustées à votre convenance et non à la convenance du cédant. Et alors, cette condition suspensive est assez importante puisque le bailleur, c'est quand même quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie, quand vous reprenez une activité, de vous battre. Donc, autant l'avoir à vos côtés, qui vous soutiennent dès le départ de la reprise, plutôt que d'avoir dès le départ une confrontation avec lui. Selon que l'activité vous soit cédée en going concern ou qu'il y ait eu un arrêt de l'activité et puis une cession quelque part de ce qu'on appelle l'universalité. Donc, l'universalité, c'est un ensemble qui permette à l'activité de perdurer. Donc, dans cette universalité, vous avez les contrats de travail, vous avez le bail. C'est une cession de fonds de commerce, quoi. Et ça vous permet de ne pas être tenu
de tout ce passif. Alors, si la cession se fait en going concern, là, il y a une homologation qui est faite par le tribunal. Et si c'est fait sans going concern, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de l'activité et puis vous reprenez pour reprendre l'activité, là, un simple accord du juge pourra suffira pour que l'acceptation du curateur soit effective. Alors ça, on l'a vu. La poursuite d'activité dans le cadre de la faillite, c'est le livre 20. Donc, vous verrez maintenant, c'est plus la loi sur les faillites qui est d'application, mais c'est le Code du droit des entreprises, le livre 20 du Code de droit, économique, pardon, le Code de droit économique. Donc, c'est le livre 20. C'est pour ça qu'avant chaque article, vous avez le chiffre en romain 20. Qui régit maintenant toute cette matière. Alors, qui peut demander la poursuite de l'activité? Comme je vous l'ai dit, c'est un curateur, mais aussi tout tiers intéressé. Donc, ça pourrait être un concurrent qui dit, attendez, moi, je veux absolument reprendre ça, mais ça n'a de valeur que si on poursuit l'activité. Évidemment, il faut que vous soyez au courant assez rapidement de la faillite pour pouvoir en faire la demande. Le tribunal va statuer sur la demande en écoutant le juge en son rapport et les représentants du personnel. Il n'y a pas vraiment de critères d'appréciation pour dire oui ou non. On va un peu prendre en compte les intérêts de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des créanciers n'est pas prépondérant dans cette poursuite d'activité. C'est vraiment plus la possibilité de pouvoir céder l'activité et accessoirement, surtout en période de crise, préserver l'emploi. En cas d'urgence, comme je vous le disais, le curateur peut lui-même choisir d'initiative de poursuivre en concertation avec les travailleurs et puis se faire couvrir ensuite par le tribunal. Alors, il y a différents intérêts à poursuivre l'activité. C'est par exemple s'il y a vraiment eu un couac et que la société n'est pas dans les conditions de la faillite et souhaite faire appel de cette décision. Alors, pour ne pas empêcher toute poursuite d'activité de se faire, on va poursuivre le temps de la procédure, mais surtout, et souvent, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est pour pouvoir permettre la cession du fonds de commerce ou d'une branche d'activité saine de la société en going concern. Lorsqu'il existe un créancier qui est gagé sur le fonds de commerce, souvent on va quand même demander son accord, qui n'est pas nécessaire, mais qui est quand même utile pour pouvoir poursuivre l'activité et éviter qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Alors l'autorisation, elle vaut pour un certain temps, mais elle peut toujours être révoquée à la demande de toute personne intéressée ou du curateur ou même du parquet. Au niveau de la vente d'une entreprise qui est en activité, là c'est l'article 20-166, où le tribunal peut homologuer le transfert de l'activité. Ce qui est intéressant, c'est selon les modalités conventionnelles de l'exécution, dont l'exécution peut être poursuivie par le curateur ou par tout intéressé. Donc, il n'y a pas vraiment de critères sur l'homologation de cette vente. Et là également, l'intérêt des créanciers ne va pas primer. On va juste faire attention que les droits de chacun vont être respectés dans cette vente, dans cette cession. Et alors, la vente, comme je vous le disais, est urgente. On ne transfère que les actifs et toutes les dettes restent dans la société faillie, dans cette coquille vide qui permettra, le curateur continuera à vendre ce qui n'a pas nécessairement été vendu, récupérer le prix de vente et puis le distribuera entre les différents créanciers. Mais ça n'intéresse absolument pas le cessionnaire qui, lui, se contentera de reprendre et de gérer l'activité dans sa structure à lui. Je tiens à préciser aussi une chose qui est intéressante et qui est plus qu'utile en ces temps de crise, c'est que tant dans le cadre d'une faillite que dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, les cessionnaires candidats, donc les personnes qui sont intéressées à la reprise de cette activité en péril, peuvent être les cédants.
en tout cas peuvent être les gérants ou administrateurs de la société cédante. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle l'autocession. L'autocession est totalement autorisée, pour autant qu'elle respecte la loi, c'est-à-dire que il n'y ait pas un détournement clair et volontaire de l'actif, il n'y ait pas de fraude aux droits des créanciers. Mais, par exemple, quelqu'un qui toute sa vie a été, je ne sais pas, on va dire plombier et qui ne sait faire de toute manière que ça, il avait une société de plomberie, eh bien, il peut tout à fait soit choisir de repartir de zéro et de refaire une société de plomberie qui n'a rien à voir. Alors, vous me direz, l'exemple n'est peut-être pas très bien choisi parce que le plombier, on vient le voir lui et donc par le bouche à oreille, il récupérera sa clientèle. Mais si on est dans une société d'informatique ou dans une société voilà, où c'est moins intuitu personae, donc c'est pas les responsables qu'on vient voir, mais c'est vraiment la structure, rien n'empêche ces gérants-là de réouvrir une société et de proposer au liquidateur eh bien, la reprise du personnel, de l'actif, de l'activité. Ils seront confrontés à une publicité, comme toute autre personne. On devra s'assurer, tant le curateur que le mandataire de justice, qu'ils disposent, en tout cas, ils mettent à la disposition des autres candidats toutes les informations que eux disposent, puisque sinon, effectivement, a priori, ils ont une connaissance beaucoup plus approfondie de ce qu'ils s'apprêtent à acheter que des acquéreurs tiers qui ne connaissent pas la société ou qui ne la connaissent que de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si vous vous rendez compte à un moment, particulièrement à cause de la crise, que la structure qui héberge votre activité devient trop lourde à gérer parce qu'il y a trop de passifs, deux des solutions à ça pour s'en sortir et pour sauver son activité, c'est de se dire, eh ben, on n'a pas le choix, on fait aveu de faillite ou bien on choisit de faire une réorganisation par transfert de justice et on prépare à côté une nouvelle structure pour se porter acquéreur de l'activité. Il y a un risque, c'est la concurrence. Mais vous pouvez, comme ça, permettre à votre activité de perdurer, d'être géré par vous-même, mais d'avoir allégé toute cette structure contenant toutes les dettes de votre activité, les dettes passées de votre activité. Alors, ceci étant, je suis déjà, j'en ai fait de là. Oui, la vente urgente, ok. Alors, les conditions liées à la reprise de l'actif, la cession doit être consécutive à la faillite. Elle doit vraiment intervenir rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle comme reprise d'un actif d'une entreprise? Eh bien, c'est l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie d'une entreprise en faillite, soit la prise en location de tout ou partie de ce même actif. C'est-à-dire que pour qu'on considère qu'on reprend ce tout, il faut que ce soit une machine qui soit en état de marché et qu'on ne reprenne pas simplement un actif ou l'autre. Et il y a une deuxième condition par rapport à cette reprise d'actifs, c'est qu'elle doit intervenir dans les 2 mois de la faillite, ou c'est prorogeable. C'est prorogeable s'il y a des négociations en cours ou là, je parle de, j'ai oublié de préciser parce qu'on est déjà passé dans les conditions de reprise des travailleurs. Donc, pour considérer qu'il y a une reprise d'actifs et donc que la convention collective 32 bis soit d'application, eh bien, il faut que la reprise de l'activité soit faite dans les 2 mois de la faillite et qu'il y ait une reprise de la machine réelle de l'activité. Donc, que ce soit déjà en état de marche et que ce ne soit pas simplement quelques petits actifs qui soient repris à gauche, à droite. Alors, la reprise des travailleurs, la condition au niveau des travailleurs pour que cette convention collective 32 bis soit d'application, eh bien, pour les travailleurs, c'est qu'à la date de la faillite, ils soient toujours sous contrat de travail ou d'apprentissage, ou bien qu'ils aient été licenciés dans le mois précédent la faillite, pour autant qu'ils n'aient pas touché en tout ou partie leur indemnité de rupture. Deuxième condition, il faut qu'ils aient été
réengagé par le repreneur, soit au moment de la reprise de l'actif, soit dans les 6 mois suivant cette reprise. Alors, les travailleurs ont le choix. Ils ont toujours le choix. Quand bien même le repreneur veut les reprendre et les a mis dans son offre, le travailleur peut lui refuser. En cas de refus, bien, il a droit à toutes les indemnités auxquelles il a le droit normalement, puisque la société faillie n'est pas en mesure de poursuivre son contrat. Donc, il y a un préavis, en tout cas une indemnité de préavis. Il y a tout ce qui peut être les pécules de vacances, pécules simples, pécules doubles, tout ce qui est la rémunération qui n'aurait pas été payée. Tout ça est payé par la société faillie. Et si la société faillie n'en a pas les moyens, eh bien, le fonds de fermeture interviendra. Et il ne pourra donc pas prétendre à cette indemnité de transition pour laquelle ceux qui sont repris et qui choisissent de poursuivre l'activité avec le repreneur auront droit. Cette indemnité de transition, elle est payée, il faut en faire la demande, elle est payée par le fonds de fermeture pour la période d'activité qui potentiellement peut intervenir entre le jour de la faillite et le réengagement par le repreneur, puisque souvent en cas de faillite, il y a un laps de temps, certes le plus court possible, mais qui peut exister. Alors pour le cessionnaire, qu'est-ce que concrètement ça veut dire que la convention collective 32 bis s'applique et quels en sont les avantages dans le cadre de la faillite? Eh bien, c'est que, comme on l'a déjà dit, il n'est pas tenu aux dettes. Donc, il n'est pas tenu à toutes les dettes du travailleur qu'il reprend. C'est-à-dire que s'il n'a pas touché ses pécules de vacances, il rentrera une déclaration de créance auprès du fonds de fermeture de l'ancienne entreprise. Si il a de la rémunération en retard, ça n'est pas à charge du repreneur. Si il y a des chèques repas qui ne sont pas payés, ça ne concerne pas le repreneur. Le repreneur, il a aussi, et ça c'est très intéressant, il a le choix des travailleurs qu'il souhaite reprendre. S'il y a 32 travailleurs et qu'il décide de n'en reprendre que 3, il a la totale liberté de le faire. La seule chose, c'est qu'effectivement, s'il y a un concurrent qui propose le même prix et qui reprend 25 travailleurs, eh bien, il y a de fortes chances que le curateur privilégie cette offre-ci. Ceci étant, si à offre égale en nombre de travailleurs, un repreneur offre plus d'argent, contrairement à la réorganisation judiciaire par transfert, où là, le tribunal aura beaucoup plus égard à la sauvegarde de l'emploi. Dans le cadre de la faillite, le curateur a surtout égard à l'actif récolté, donc au prix de la cession, puisque sa mission, c'est de récolter un maximum d'argent pour pouvoir payer les créanciers. Ça, c'est intéressant à savoir également. Alors, il a le libre choix des travailleurs qu'il reprend et le travailleur, lui, quand bien même est repris, il peut aller voir son ancien travailleur pour l'indemnité compensatoire de préavis qu'il n'aura pas presté puisqu'il aura été directement repris. S'il décide, ça n'est pas cumulable avec l'indemnité de transition. Donc, s'il décide de demander cette indemnité, alors il n'a pas droit à l'indemnité de transition. Et puis, il a une liberté totale de négocier le contrat du travailleur avec 2 limites. Quoi qu'il arrive, l'ancienneté acquise chez l'ancien employeur, chez l'employeur failli, est conservée, avec en outre la petite période de transition qui est comptée comme ancienneté, et toutes les conditions de travail qui ont été conclues de manière collective ou appliquées collectivement sont également conservées et ne peuvent pas être touchées sous réserve d'un nouvel accord entre les parties. Donc, ça veut dire le régime de travail, la structure, la classification professionnelle, les choses comme ça. Ce qui est important à savoir pour le repreneur, c'est que la convention collective 32 bis, elle est obligatoire et elle est sanctionnée pénalement ou administrativement en cas de non-respect. Donc, il faut être relativement attentif aux dispositions de cette
conventions qui sont assez simples, hein. Il y a surtout 2 limites sur la liberté de négociation. Sinon, vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez. Ça, c'était pour la reprise dans le cadre d'une faillite. Maintenant, on va passer à la reprise d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire. Dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, je vais vous revenir un petit peu sur le mécanisme pour bien comprendre les différences. La réorganisation judiciaire, c'est la nouvelle mouture du concordat qui n'a jamais vraiment bien fonctionné en Belgique et dont le but est de pouvoir sauver, continuer, assurer la poursuite de l'activité d'une société qui est menacée à bref ou moyen terme. Donc, a priori, ou en tout cas c'est le but et c'est la raison d'être de cette procédure et c'est la raison pour laquelle cette procédure, si elle est faite à temps, est extrêmement effective. Si elle est faite trop tard, eh bien, a moins de pourcentage de réussite, mais néanmoins, dans le cadre d'un transfert, cette différence est moins pertinente que dans le cadre d'un accord collectif. Bref, cette procédure est faite pour transférer tout ou partie d'une activité, c'est-à-dire qu'une société qui, par exemple, d'informatique qui fait de la vente de pièces détachées et de la maintenance a, par exemple, sa branche vente qui ne fonctionne pas du tout parce que, je ne sais pas, c'est un commerce, qu'il y a des frais fixes qui sont très importants et qu'il y a une concurrence très importante d'Internet ou d'un magasin proche. Et donc, cette branche-là ne décolle pas. Alors qu'en revanche, tout ce qui est maintenance, eh bien, il y a pas mal de contrats, on va dire une quinzaine de contrats avec des sociétés qui sont forfaitaires et ça, c'est très rentable. Et les frais fixes sont quasi nuls puisque, mis à part la main-d'œuvre, il n'y a pas de frais, par exemple, d'un local ou de matériel ou de choses comme ça. Et donc, on déciderait de ne transférer que la branche viable et l'autre branche, eh bien, soit on décide, par exemple, d'en faire une réorganisation judiciaire par accord collectif pour assainir au maximum les dettes si on veut garder la structure pour autre chose, ou bien on décide de faire faillite avec cette activité-là. Concrètement, comment se passe la procédure, puisque là, elle est complètement différente même de la faillite. C'est soit la société, c'est la société dans le cadre d'une PRJ normale. Dans le cadre d'un transfert, ça peut être toute personne intéressée ou le procureur qui peut obliger la société à se mettre en PRJ par transfert. Donc, il y a une requête qui est faite au tribunal et dès que le tribunal accepte cette requête, eh bien, on dit que ça ouvre la procédure de réorganisation judiciaire et de là commence le sursis. Le sursis, c'est une période de 2 mois minimum jusqu'à 6 mois maximum. 6 mois qui peuvent être prorogeables jusqu'à 12 si on justifie de la nécessité d'allonger le sursis. Jusqu'à 18 mois, mais ça c'est très très rare, c'est dans des circonstances extrêmement exceptionnelles. Ce sursis permet une protection du débiteur. Et pendant cette période-là, toutes les dettes qui sont antérieures à l'ouverture de la procédure sont gelées. Donc, le débiteur, la société, ne doit plus payer les huissiers, ne doit plus payer l'ONSS, la TVA, tout ce qui est en retard et qui coûte très cher parce qu'il y a des frais, des majorations, des intérêts. Et c'est ça, finalement, qui fait boule de neige et qui empêche une activité de se poursuivre sainement. Tout ça est gelé. La seule obligation qu'a la société à ce moment-là, pendant ces 6 mois, c'est de payer rubis sur ongle toutes les nouvelles dettes. Et pendant ce temps-là, ce sursis, si elle fait le choix d'un accord collectif, alors elle va préparer un plan de remboursement de ses différents créanciers. Si elle fait le choix d'un accord amiable, elle va négocier avec 2 ou plusieurs de ses créanciers des plans d'appurement.
Et si elle décide de faire un transfert d'activité, eh bien là, on va désigner dès l'ouverture un mandataire de justice qui, pendant ce sursis-là, lui sera chargé d'organiser, de réaliser la vente ou la cession d'actifs mobiliers, immobiliers, tout, partie, tout ce qui est nécessaire ou utile au maintien de l'activité. Il peut faire une vente qui peut être une vente publique, il peut faire une vente de gré à gré. Alors la vente publique, c'est assez rare lorsque on cède un actif avec du personnel, avec une vraie activité en going concern, parce que c'est mal adapté, parce que souvent chaque repreneur potentiel ne va pas reprendre exactement la même chose, ne va pas tout reprendre, va donner certaines conditions que d'autres ne donneront pas. Et donc, la plupart du temps, ce sont des ventes de gré à gré qui sont ensuite proposées au tribunal. Qui peut demander l'ouverture d'une réorganisation judiciaire par transfert? Eh bien, c'est la petite particularité de cette procédure, c'est qu'elle peut être demandée par le créancier, par le débiteur, mais par également un créancier ou toute personne qui en a intérêt. Donc, un concurrent qui a intérêt à mettre cette société en PRJ parce que elle ne va pas bien et que par différents subterfuges, elle empêche une saine concurrence du marché, peut demander à ce que cette société fasse l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert. L'objectif, on doit le préciser, c'est le transfert pour assurer la continuité de l'activité. Il y a toute une série d'annexes à mettre. Alors évidemment, si c'est un tiers, il n'a pas nécessairement accès à toutes ces informations et elles ne seront pas demandées. Si c'est une société qui décide de se mettre en PRJ, elle devra avoir les 2 derniers comptes annuels, une situation comptable à moins de 3 mois et également un budget sur la durée du sursis. Tout cela devra être fait avec l'assistance d'un comptable externe ou d'un réviseur ou d'un expert comptable qui pourra certifier la véracité des chiffres. Alors, quand on dit que la continuité de l'activité est en péril, eh bien, par exemple, c'est évident lorsque on a une perte au niveau de l'actif net qui est inférieure à la moitié du capital social. C'est évident également lorsqu'on a un créancier qui vous cite en paiement ou des plans d'appurement que vous n'arrivez plus à respecter, que vous avez des saisies en cours. Ça, ce sont des choses. Ou bien, vous voyez également, si vous êtes prévenant et que vous avez un prêt dont la première échéance, par exemple, vous avez un prêt de la région qui vous aide et que la première échéance arrive dans un mois et que vous savez que vous ne pourrez pas y faire face, que vous avez 50 000 € à rembourser et que ce sera impossible, vous pouvez déjà vous mettre à l'abri et préparer sainement une réorganisation judiciaire. Plus on s'y prépare en amont, mieux la procédure se passe et plus les chances de réussite sont importantes, ça va de soi. Alors, le mandataire de justice, lui, comment, de manière pragmatique et factuelle, il va faire? Il va, un peu comme le curateur, souvent les mandataires de justice sont d'ailleurs des curateurs, il va prendre contact avec le cédant, avoir un maximum d'informations et faire, en revanche, comparé à la faillite, ça va être beaucoup plus organisé. Il va faire une sorte de data room avec toutes les informations qui sont nécessaires pour le transfert. Parce que la grosse différence, c'est que le curateur, lui, ne doit donner aucune garantie. Il donne les informations en l'état et il n'a pas de responsabilité par rapport à ce qui est transmis. En revanche, le mandataire de justice, lui, il va y avoir des conséquences qui sont beaucoup plus importantes dans le cadre de ce transfert-là, et particulièrement par rapport aux informations qui auront été reçues pour le personnel. On verra ensuite que le cessionnaire, donc le repreneur, s'il n'a pas été informé correctement des obligations qui lui sont transférées par le personnel qu'il reprend, eh bien, il n'y est pas tenu. Donc ça, c'est très important. Alors, les honoraires du mandataire de justice ne sont pas à charge du repreneur. Donc ça, c'est important de le savoir également.
c'est le cédant, la société cédante qui va payer les honoraires du mandataire. Toute la procédure et les informations qui vont être mises dans cette data room feront l'objet d'une confidentialité totale. Donc, il y aura des contrats de confidentialité qui vont être rédigés et signés par toutes les personnes intéressées. Et il va y avoir un appel d'offres en bonne et due forme qui va être fait avec un cahier des charges, avec un calendrier à respecter. Tout cela va être beaucoup plus formalisé et contraignant que dans le cadre de la faillite. Et le mandataire va essayer au maximum de valoriser les actifs. Une fois qu'il aura reçu les différentes offres, le mandataire, lui, va faire un premier tri et va décider ou non de soumettre les offres au tribunal. Il va soumettre 2 ou plusieurs offres qui seront celles qui, à ses yeux, sont les plus intéressantes en termes de prix, mais en termes de reprise de personnel également. Le but étant d'assurer la loi sur la réorganisation judiciaire, qui est l'ancêtre du livre 20, était pour assurer la continuité de l'activité et la sauvegarde de l'emploi. Donc, il y a toujours à l'esprit des juges, dans le cadre de cette procédure, la sauvegarde de l'emploi qui est un des critères prépondérants, voilà, qui en tout cas est aussi important que le prix, c'est le nombre de travailleurs qui est repris. Les conditions de l'offre, alors il y a une condition qui est reprise par la loi, c'est que le prix offert pour la reprise de l'actif doit être au moins égal à la valeur de réalisation forcée estimée en cas de faillite ou de liquidation. Vous êtes bien avancé avec ça, ça veut tout et rien dire puisqu'on ne sait pas déterminer à l'avance le prix que pourrait valoir une activité en cas de faillite. On sait que ça vaut pas grand-chose a priori, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, si c'est une activité qui est attrayante, eh bien, il est possible qu'en faillite, on ait un prix qui soit aussi important qu'en PRJ ou en session going concern normale. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, disons que quoi qu'il arrive, on peut imaginer que le prix de la cession ne doit pas être inférieur à la valeur des actifs mobiliers ou immobiliers qui seraient vendus au détail. Si vous avez une usine avec toute l'activité et que le bien immeuble vaut 500 000 €, si pour la reprise de l'immeuble en propriété avec le personnel et l'activité, vous en proposez 250 000 € en disant « mais moi je reprends le personnel », ça ne suffira pas. En revanche, il est possible, vous prenez un risque, mais il est possible que si l'immeuble vaut 500 000 € et que vous faites une offre à 450 000 € en disant « mais moi je reprends 50 membres du personnel », eh bien là, il est possible, puisqu'il y a aussi cette idée de sauvegarde de l'emploi, que le tribunal y fasse droit, parce que on peut estimer qu'il existe un risque, mais il y a aussi un passif évité, puisqu'il y a tout ce passif social qui est repris, que ça en vaille la peine. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence, mais c'est envisageable. Comme je vous l'ai dit également, la particularité, c'est que l'autocession est possible, est assez fréquente dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, presque autant dans le cadre d'une faillite, et la seule condition, c'est qu'effectivement, tout candidat doit avoir accès aux droits nécessaires à la. Donc, il doit avoir un niveau d'information qui est le même et le candidat autocédant cessionnaire ne doit pas faire de la rétention d'informations pour être le seul informé. Là également, il y a un choix des travailleurs qui peut être opéré par le cessionnaire, par le cessionnaire, pardon, donc par le repreneur, qui va choisir de reprendre telle ou telle personne. Il y a des critères objectifs et non discriminatoires qui doivent être faits, puisque ça doit être par rapport à la nécessité de tel ou tel travailleur pour la poursuite de l'activité. Attention, on va le voir un petit peu plus loin. Pour l'instant, il y a une incertitude
mais qui devrait être réglé puisqu'il y a un projet de loi qui a été mis sur la table. Il y a une incertitude par rapport au fait que la loi belge soit en adéquation avec la loi européenne sur la protection des travailleurs et sur le fait que les Belges auraient le droit ou non de choisir leurs travailleurs. En Europe, on a tendance, en tout cas, il y a eu un arrêt de la Cour européenne qui a été rendu, l'arrêt Plessers, on y reviendra, qui a sanctionné la Belgique pour ne pas respecter la protection des travailleurs au niveau européen et pour ne pas considérer que lors d'une session dans le cadre d'une PRJ, c'est comme une session normale hors PRJ et donc on n'a pas le choix des travailleurs que l'on reprend. Alors pour l'instant, le droit européen n'est pas applicable directement, ce n'est pas un droit d'application directe dans le droit national. Et donc, pour l'instant, la loi et le livre 20, comme il est, autorisent ce choix. La modification, le projet de loi qui est en cours, prévoit de renforcer et d'éviter toute discussion par rapport au fait, je vous passe les détails, mais de savoir si effectivement c'est une procédure ou non d'insolvabilité, la réorganisation judiciaire, et donc c'est ce critère-là qui est en compte, qui est très important pour l'application ou non de ces protections. Mais pour l'instant, en l'état et a priori, le législateur va poursuivre dans cette voie. Le cessionnaire, donc le repreneur, pourra choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre. Et ensuite, la vente projetée doit être autorisée par le tribunal. Qu'est-ce que le tribunal va vérifier à ce moment-là? Il va voir si la loi est respectée. 1, pour le maintien de l'activité. 2, si la procédure d'appel d'offres a bien été respectée. 3, si le prix minimum, qui est le prix en cas de faillite, est bien respecté. S'il y a autocession, si on a bien respecté les conditions d'information. Et il va vérifier le régime de la cession des contrats et de la reprise du passif. Maintenant, on en vient aux droits des travailleurs. Alors là, c'est plus la convention collective 32 bis qui s'applique pour le transfert sous autorité de justice, mais c'est la convention collective 102. Elle ne vise que les travailleurs qui sont repris. Les travailleurs qui ne sont pas repris, eux, eh bien, les dettes sont assumées comme dans la faillite par la société qui est la cédante. Si la cédante part en faillite et n'a pas les moyens, c'est le fonds de fermeture qui interviendra. Au niveau des choix du repreneur, alors, comme je le disais, il y a des critères qui doivent être faits, que ce sont des raisons techniques ou économiques ou organisationnelles. Il n'y a pas de différenciation possible sur base de critères discriminatoires. Il y a le principe général, c'est le maintien des obligations et des travailleurs qui sont repris. Donc, on décide de prendre tel travailleur, on prend le contrat comme il est, contrairement à la faillite où on peut renégocier tout sauf de limite. Là, on le prend tel qu'il est, sous réserve de 2 exceptions. 1, la possibilité de modifier le contrat de travail, mais en accord avec soit le travailleur, soit en accord avec les représentants des travailleurs, si c'est une négociation collective ou individuelle. Donc, comme c'est du droit impératif, on décide de le reprendre, il accepte, on renégocie. La deuxième dérogation, c'est également, on a le droit de, on n'est pas tenu, c'est ce que je vous disais, à tous ceux dont on n'a pas été informé. Donc, le cessionnaire, s'il n'a pas eu connaissance par le mandataire de justice qui aura lui-même eu les informations par le cédant, eh bien, il n'est pas tenu aux obligations qui découlent des informations qu'il n'a pas eues. Concrètement, tout ça doit être normalement repris dans la data room. Si ça n'est pas dans la data room, si ça n'a pas été formulé par écrit au cessionnaire, eh bien, le cessionnaire n'y est pas tenu. Ces informations doivent être données tant
aux cessionnaires que également aux travailleurs. Les travailleurs doivent avoir toute une série d'informations, quels sont leurs droits, qu'est-ce qui va être repris, quelles sont leurs dettes, quelles sont leurs obligations. Il les communique. Si c'est pas juste, il a un droit de demander la modification et s'il y a un problème, il peut aller dans le tribunal du travail. Et enfin, le mandataire, il a une obligation également d'informer le cessionnaire des droits et obligations qui ont une portée collective, donc tout ce qui est convention collective de travail, tout ce qui est, alors les conventions collectives sous-sectorielles, non, parce que c'est assez lourd, mais tout ce qui est les droits collectifs, les informations collectives qui sont contenues à l'ouverture de la PRJ doivent être transmises. Sinon, le cessionnaire n'y est pas tenu. Alors, dans le cadre de cet appel d'offres, on va préparer en fait le mandataire de justice qui va soumettre au tribunal des offres. Il ne va pas vraiment soumettre des offres, il va soumettre des projets de convention de transfert. Dans ces projets de convention, il va y avoir toute une série d'informations très précises sur ce que reprend le cessionnaire et des informations par rapport aux travailleurs, par rapport à l'actif, par rapport aux contrats en cours qui sont repris. Cette convention va être signée sous condition suspensive de l'autorisation par le tribunal de transférer. Et cette convention, elle peut, c'est important, la distinction est importante, elle peut, mais elle ne doit pas être homologuée par le tribunal du travail. Alors, cette homologation peut être demandée par le cessionnaire, par le cédant ou par le mandataire. Le cédant a souvent peu d'intérêt à le faire, mais le cessionnaire qui veut une certaine protection ou le mandataire qui veut avoir sa responsabilité qui est hors de cause peut vouloir faire homologuer le projet de convention pour être certain que le droit des travailleurs a été respecté. Un tribunal, il statue en urgence et il va pas regarder tout. Il va surtout vérifier que les droits des travailleurs et que l'ordre public n'est pas violé. Il y a un risque à ça parce que, comme je vous le disais avec l'arrêt Plessers, le droit social en Belgique est très, très protecteur des travailleurs. Alors que le droit des entreprises en difficulté tente d'être beaucoup plus pragmatique pour sauver l'emploi. Et donc, les procédures au niveau du tribunal de l'entreprise sont beaucoup plus simples, beaucoup plus souples que le droit du travail qui peut parfois être assez psychorigide au niveau du respect du droit des travailleurs. Et il est arrivé à plusieurs reprises que les conventions projetées, alors qu'elles avaient été, le cas échéant, homologuées par le tribunal, acceptées par le tribunal de l'entreprise, ne soient pas homologuées par le tribunal du travail. Finalement, on se rend compte dans la pratique qu'il y a peu de conventions qui sont soumises au tribunal du travail, dans la mesure où la plupart du temps, ces conventions projetées font l'objet d'un accord des représentants des travailleurs, des syndicats, et on estime à partir de là que la sécurité est suffisante puisque les parties autour de la table ont accepté cette cession. Alors, il est important aussi d'avoir égard au sort des dettes des travailleurs repris, parce que là, il y a une petite, il faut vraiment faire attention à la date à laquelle est née cette dette. Quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, si le cessionnaire n'a pas informé, si le mandataire n'a pas informé le cessionnaire des dettes, alors de toute manière, le cessionnaire n'y est pas tenu. Néanmoins, s'il a connaissance de ces dettes et si ces dettes sont nées avant l'ouverture de la procédure par transfert, alors là, tant le cédant que le cessionnaire sont tenus au paiement des dettes du travailleur. Donc, on peut obtenir le paiement intégral soit de l'un, soit de l'autre. Si la dette est née entre l'ouverture de la réorganisation judiciaire et le transfert effectif.
Alors, ces dettes-là, elles sont uniquement à charge de la partie cédante, de la société cédante. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué sinon de tenir à jour les nouvelles dettes, d'informer le mandataire qui en informera le cessionnaire. Il y a toute cette période qui est de 6 mois, plus ou moins. Elle est à charge, quoi qu'il arrive, du cédant. Et puis, toutes les dettes qui naissent après le transfert effectif, bien évidemment, ces dettes-là, elles sont à charge du cessionnaire, puisque ça fera partie de la nouvelle activité dans la nouvelle structure. Alors, je vous parlais effectivement de cet arrêt Plessers qui dans le petit milieu du droit de la réorganisation judiciaire, a fait un tonnerre, un tsunami même, puisque c'est un arrêt qui a jugé contraire le droit belge à la directive européenne en ce qu'il laisse aux cessionnaires le choix des travailleurs à reprendre. Néanmoins, comme je vous le disais, le droit européen n'est pas directement applicable et donc les tribunaux belges, ils semblent pour l'instant continuer à appliquer les dispositions nationales, quitte à, le cas échéant, un jour peut-être se faire taper sur les doigts et condamner par la Cour européenne. Le projet de loi a été déposé, il est en cours de discussion et lui permettra de clarifier un petit peu les conditions et donc d'exclure totalement l'application du droit européen, ce qui reviendra bien à pérenniser cette possibilité pour le repreneur de choisir ses travailleurs. Parce que c'est cette flexibilité qui est un gage de réussite de la procédure. Si le repreneur est obligé de reprendre tout cette masse salariale, cette masse de travailleurs, et bien souvent c'est ça qui pèse très lourd sur les dettes de la société, puisque souvent il va y avoir des gens qui sont en congé maladie, il y a des gens qu'on n'a plus vu depuis des années, il y a des gens qui ne sont plus motivés, il y a des emplois qui sont finalement inutiles. S'il reprend, ben, il y a de fortes chances que la société qui reprenne a eu déjà une activité et donc il y aurait des postes qui viendraient en doublon. Et donc c'est sûr que si on oblige le repreneur à prendre l'ensemble des travailleurs, je ne dis pas que la procédure sera vouée à terme à l'échec, mais elle enlèvera tout intérêt à passer par une réorganisation judiciaire par transfert. Donc, a priori, ce point devrait être réglé rapidement. En tout cas, pour l'instant, bien qu'il existe une incertitude, toutes les nouvelles procédures par transfert font application du droit belge et donc du choix des travailleurs à reprendre pour autant qu'ils soient justifiés pour des critères économiques, techniques. Alors, la cession en going concern, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reprend tout, l'actif, les moyens de production, le personnel, tout ça, il n'y a pas d'arrêt. Tout ça continue du jour au lendemain. Le repreneur peut poursuivre sans aucun problème. L'avantage de passer par une PRJ plutôt qu'une faillite, eh bien, c'est qu'il y a un sursis, on a le temps de mieux préparer, il y a une data room, il y a un appel d'offres avec un cahier des charges, tout ça est un peu plus posé et plus clair. La concurrence est aussi souvent plus grande puisqu'il y a plus de temps. L'avantage, c'est que comme la faillite, la vente est purgeante, donc on n'a pas besoin d'avoir l'accord des créanciers hypothécaires ou gagistes pour la cession du bien. Tout ce qui est notification fiscale, sociale, tout ça, ben, on n'est pas tenu par ça. Il y a également la possibilité d'autocession, tout comme la faillite. Ça, je vous l'ai dit. Alors, au niveau du droit social, l'intérêt, ben, c'est les repreneurs. Ah, je vois que là, il y a une petite erreur. Est-ce que c'est plus la loi sur la continuité d'entreprise, c'est le livre 20. Mais donc, il y a le choix des travailleurs et puis, donc, il y a la possibilité de la réduction de la masse salariale sous réserve de cette jurisprudence. Au niveau fiscal, il n'y a aucun problème. Alors, l'inconvénient, mais c'est cette mise en concurrence avec possibilité d'un second tour, donc selon ce qui est organisé dans le cahier des charges. Et deuxième inconvénient, c'est la désignation d'un mandataire de justice
qui est vraiment neutre, et donc il y a une perte du contrôle de la procédure par le cédant, qui pourrait lui être un peu frustré ou ne peut plus vraiment faire de discussion ou de négociation avec les éventuels repreneurs. Alors là, j'ai fait un petit aparté sur le contrat de bail, que ce soit en PRJ ou en faillite. Il y a des principes, comme le principe du fait, si c'est un bail commercial, qu'on peut toujours céder ou sous-louer son immeuble et que, du coup, le curateur peut très bien décider de céder le bail puisqu'il cédera la totalité avec le fonds de commerce. Néanmoins, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas des clauses dans le contrat de bail qui disent qu'il est résolu d'office s'il y a une faillite ou une PRJ. Et puis, il faut quand même toujours vérifier, parce que sinon vous pouvez partir dans des procédures, que le contrat peut être intuitu personae, et donc on peut décider, on pourrait décider que, eh bien, il faut l'accord du bailleur pour céder le bail. Alors en pratique, pour éviter tout problème et pour partir sur de bonnes bases, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent votre bailleur c'est quand même un créancier avec qui vous avez intérêt à être partenaire, puisque vous allez rester longtemps dans les lieux. Allez toujours négocier avec lui. Allez toujours et repartez sur de bonnes bases. Le cas échéant, refaites un nouveau bail, vérifiez les garanties qui ont été données, réenregistrez-le, et comme ça, vous évitez tout souci. Et alors là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif et comparatif de la reprise faillite ou PRJ. Alors, les personnes de contact dans le cas d'une faillite, c'est un curateur. Dans le cas d'une PRJ, c'est un mandataire de justice. Alors, pour connaître, ça c'est peut-être une question aussi qui peut être intéressante, pour connaître qui est le mandataire de justice d'une société, je vais essayer de voir si je peux vous faire ça. Il faut vous rendre sur le site Rexol. Hop. Et alors là, il faut vous connecter, mais la connexion est assez facile. Hein. Vous pouvez le faire via It's Me ou avec votre carte électronique. Et alors, vous aurez un onglet qui vous dit indiquer la société, vous indiquez la société. Alors là, vous verrez quand la PRJ a été ouverte, quel est le mandataire de justice qui a été désigné, quelle est la durée du sursis qui a été accordé. Et vous pourrez donc prendre contact. Alors les frais de la curatelle sont payés sur l'actif récupéré et là sont à charge de la société cédante. Donc, quelle que soit la procédure, si vous êtes intéressé comme repreneur, mais vous ne devez pas avoir égard aux frais de la procédure. Alors, je reviens ici. Alors, l'organisation de la vente, mais l'organisation de la vente dans le cas d'une faillite dépend vraiment de la volonté de la décision du curateur, alors que dans la PRJ, là, il va y avoir un cahier des charges très précis, avec vraiment un calendrier. Pour la vente en going concern, eh bien, dans le cadre de la faillite, ça n'est pas nécessairement une vente en going concern, il peut y avoir un arrêt. En revanche, dans le cadre d'une PRJ, là, il n'y a pas de discontinuité, c'est le but. Au niveau des critères pour l'offre qui va être mise sur la table, eh bien, dans le cadre d'une faillite, c'est l'importance du prix offert qui sera prépondérant, alors que dans le cadre d'une PRJ, on a égard au prix puisqu'il doit être au minimum celui d'une faillite, mais également au nombre de travailleurs qui vont être repris, la sauvegarde de l'emploi étant un des critères importants. Au niveau de la reprise du personnel, eh bien, dans les deux, on peut dire qu'il y a le choix dans les travailleurs repris, avec cette petite incertitude dans le cadre de la PRJ. Dans les deux cas, la vente est urgente. Et enfin, au niveau du délai, eh bien, il y a un délai qui est fixe et certain dans le cadre de la PRJ, puisque c'est le délai qui est accordé, le sursis accordé par le tribunal, tandis que dans le cadre d'une faillite, eh bien, le délai est plus incertain, il va être très rapide quoi qu'il arrive, puisque le curateur va vouloir le
plus rapidement possible, ne plus avoir de nouvelles dettes et donc ne plus avoir à supporter les frais engendrés par la poursuite d'un contrat de bail, des poursuites de contrats de travail ou des choses comme ceci. Je voulais également vous montrer une petite, voilà, un exemple, comme ça vous avez une idée, de convention de cession dans le cadre d'une réorganisation judiciaire. Alors, pour voir, c'est quand même assez détaillé, donc vous avez, bon, entre les parties, vous avez tout ce qui est la procédure, l'autorisation, et alors vous avez, voilà, le détail vraiment, donc quel est l'objet, les actifs incorporels qui sont repris, les actifs corporels qui sont repris, donc là, le matériel informatique, formation, enfin, un peu tout. Au niveau du volet social, donc vous allez détailler les travailleurs qui sont repris, combien, quelles sont les garanties de paiement, quel est le prix. Alors, normalement, vous avez en annexe, voilà, vous avez les détails des travailleurs repris et non repris. Vous aurez également, normalement, toutes les informations dont vous avez connaissance. Et alors, le prix qui est détaillé, comme je vous le disais, on détaille la partie incorporelle, la partie corporelle. Voilà. Après, on décide éventuellement les congés, les pécules, mais ça, c'est un choix, mais qui doit être... et donc, et les garanties, voilà, les activités, comment sera bon, ça n'intéresse pas vraiment l'offrant, mais plus le mandataire. Et puis, voilà, vous avez annexe 1, l'offre, le tableau des amortissements et la liste des travailleurs avec taux horaire, salaire brut mensuel. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu le type d'offre qu'il faut faire dans le cadre d'une PRJ. Dans le cadre d'une faillite, idéalement, mais ce sont les mêmes informations, mais qui sont beaucoup moins détaillées, puisque souvent, on a accès à moins d'informations ou bien c'est moins formel, puisque ça n'est pas nécessairement soumis au tribunal si ça n'est pas dans le cadre d'un going concern. J'ai fait le tour de mon exposé. Et maintenant, ben voilà, je suis à votre disposition pour les questions, pour revenir sur des points qui n'étaient peut-être pas clairs. Alors, je dois voir... Ah voilà. Merci beaucoup, Lucille. Voilà, effectivement, il y a quelques questions qui sont arrivées, donc je vais les reprendre. Il y avait une première question qui était peut-être voilà, de l'ordre du préalable, en tout cas de pouvoir redonner une définition de certains termes. Donc la question précisément, c'était de rappeler les différences entre une faillite et une liquidation. Ah, alors la différence entre une faillite et une liquidation. Alors la liquidation, c'est le choix qui est fait, donc si c'est une liquidation volontaire, hein, c'est le choix qui est fait par l'Assemblée générale, donc ça doit être soumis à l'Assemblée générale, de mettre fin à l'activité d'une société. Et en fait, on poursuit l'acte, donc on fait d'abord une dissolution et puis on liquide, c'est-à-dire qu'on va vendre tout doucement les actifs pour les vendre au mieux et on va distribuer aux différents créanciers l'argent. Dans ce cadre-là, c'est assez formel et bon, il faut compter facilement. En fait, vous avez la liquidation en un acte. Donc, si vous n'avez plus d'actifs, donc tout l'actif est réalisé, vous avez juste de l'argent, et si vous n'avez aucune dette, ou bien que toutes les dettes peuvent être payées et juste mises sur un compte pour être payées très rapidement, vous pouvez faire une liquidation en un acte devant le notaire. Ça, c'est très rapide. C'est juste un passage devant le notaire, bon, après avoir les comptes nécessaires et le rapport du réviseur, hein, mais c'est très rapide et votre société est clôturée. Ça coûte à peu près 4-5 000 euros. Vous avez la liquidation volontaire qui, elle, prend du temps. Vous avez un liquidateur qui est désigné, qui peut être l'ancien administrateur ou gérant, ou bien un liquidateur professionnel, qui peut être un avocat, un comptable ou quelque chose comme ça. Et là, mais lui va être chargé de liquider. Mais pendant ce temps-là, les créanciers peuvent encore éventuellement poursuivre des actions contre le liquidateur s'ils estiment que
il fait mal son boulot ou qu'ils n'ont pas confiance en ce liquidateur. Et la liquidation peut aussi être déficitaire, c'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte qu'il n'y a plus assez d'argent pour payer tout le monde et on décide d'arrêter là et on demande l'autorisation à tous les créanciers de dire voilà, est-ce que vous êtes d'accord? On arrête là. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, on fait aveu de faillite. Donc finalement, c'est un passage, mais ça permet de clôturer proprement son activité sans fioriture. Alors que la faillite, mais là, c'est quand vous n'avez plus, potentiellement, vous voudriez bien poursuivre ou bien pas, mais vous n'avez plus les moyens de clôturer votre société, vous n'avez plus les moyens de payer qui que ce soit. Et donc, vous devez être en cessation de paiement et en ébranlement de crédit. Ce sont vraiment deux conditions qui sont extrêmement importantes et qui seront vérifiées par le tribunal. Cessation de paiement, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent sur le compte et que vous n'êtes plus en mesure de payer les factures qui arrivent. Et ébranlement de crédit, ça veut dire que plus personne ne veut vous faire crédit, donc les fournisseurs ne patientent plus pour le paiement de vos factures. Vous, éventuellement, qui êtes gérant ou administrateur et associé dans la société, vous n'avez plus envie de mettre la main au portefeuille pour encore régler des factures pour le compte de la société. Et vous décidez donc de mettre la clé sous le paillasson. Il faut faire attention parce que si vous êtes dans ces conditions-là, l'ébranlement de crédit et la cessation persistante, hein, donc ça ne doit pas être juste temporaire de paiement, vous avez une obligation légale qui est de faire l'aveu de faillite dans les 30 jours de la constatation de la cessation de paiement. Si vous ne le faites pas, ben, il peut potentiellement y avoir une poursuite pénale qui serait engagée à votre encontre pour les nouvelles dettes qui n'auraient pas été faites entre le moment où vous auriez dû faire cet aveu de faillite et le moment où réellement la société tombe en faillite. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Oui, je pense en tout cas, pour moi, c'était très clair. Il y a une autre question où la réponse a été abordée dans le webinaire, mais je voulais quand même la reposer. C'était le fait qu'on pouvait prévoir dans un bail locatif qu'en cas de faillite, il y a rupture du contrat. Ici, la personne ne précisait pas le type de bail et donc quelque part, je me demandais s'il fallait, si on pouvait mettre cette clause dans un bail commercial exclusivement ou si c'était quelque chose qu'on pouvait mettre dans un bail de mise à disposition de bureaux, par exemple. De bureau. Oui, non, vous pouvez mettre dans toutes sortes de bails. Et vous avez intérêt à le mettre puisque ça donne plus de liberté aux bailleurs de choisir, en fait. Parce que la plupart du temps, le curateur va quand même vous prendre un repreneur où il y a une sécurité financière et une certaine solvabilité, puisque souvent le curateur va vendre ce contrat de bail ou va vendre une partie de l'actif avec. Et donc, lui, il va s'assurer que de toute manière, la société est suffisamment solvable que pour payer déjà le prix de la cession. Donc, souvent, le candidat qui vous sera présenté sera un candidat valable. Pour autant que vous vouliez continuer à louer votre bien, effectivement, la faillite peut aussi vous permettre de pouvoir récupérer votre bien sans avoir à payer d'éventuelles indemnités pour rupture du bail. D'accord, j'espère que ça a répondu à la question de la personne concernée qui peut réagir via le chat si nécessaire. Alors, il y avait une autre question par rapport à une base de données de faillite ou de PRJ, de savoir un petit peu si ça existe. Une autre question aussi dans la même veine qui demandait quelle était la meilleure manière d'être tenu au courant d'une faillite ou d'une PRJ. Donc, vous avez abordé hein, la recherche sur la banque Carrefour. Est-ce qu'il y a d'autres manières, d'autres bases de données? Malheureusement, pas vraiment. Enfin, il y a le moniteur belge. Donc, si vous avez le temps, effectivement, vous pouvez tous les jours regarder le moniteur belge. Et il y a la publication des faillites qui tombent. Alors, il n'y a pas vraiment, malheureusement, il n'y a pas vraiment de recueil particulier. La base de données la plus facile pour chercher et PRJ et faillite, c'est vraiment le site Rexol maintenant. Parce que dès qu'il y a une procédure de réorganisation qui va être ouverte, ou une faillite ouverte, vous pourrez retrouver tout ça là. Parce que les réorganisations judiciaires sont souvent indiquées aussi dans la banque Carrefour des entreprises, mais pas nécessairement. Et en tout cas, pas les mandataires, pas la forme de la réorganisation judiciaire. Et donc, toutes ces informations, vous ne pourrez les voir qu'au moniteur belge ou sur Rexol. Après,
Il y a différents sites d'experts qui sont souvent désignés par les curateurs pour pouvoir pour vendre de l'actif ou des reprises de fonds de commerce. Alors, vous avez, on va dire, les trois plus gros, c'est peut-être, je vais vous l'écrire comme ça, vous le voyez. C'est le site Vavato, c'est V-A-V-A-T-O. Est-ce que je vais pouvoir écrire ça? Donc, vous avez Vavato. Vous avez le site de Moyersoon. Et vous avez, pour la région plus francophone, Clic Public, qui a une publicité un peu ridicule d'ailleurs à la télévision. Ça, c'est des experts qui sont chargés de vente non seulement d'actifs, mais également de fonds de commerce à revendre. Donc ça peut être des adresses enfin, ça peut être utile pour vous. Parfait, Voilà. merci beaucoup Lucille. J'ai une dernière question qui est un peu plus technique, donc n'hésitez pas à nous dire si ça sort un petit peu du scope. Donc je la lis telle quelle. Les garanties chantier retenues par certains clients peuvent être reprises par le cessionnaire et être réclamées auprès des débiteurs? Oui, oui, tout à fait. C'est courageux de la part du cessionnaire parce que, sauf s'il faisait partie du chantier, souvent ça peut être des sociétés momentanées entre deux sociétés. Une société se met en PRJ ou fait faillite et l'autre reprend le chantier ou bien, enfin, j'imagine quelque chose comme ça. Parce que si vous n'avez pas participé au chantier, le co-contractant va vous opposer toute une série de malfaçons, d'excuses pour ne pas récupérer, pour ne pas payer cette garantie ou cette retenue. Mais si vous faisiez partie du chantier, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est une cession de créance. On doit juste informer le débiteur cédé, mais il n'a pas son mot à dire. Merci. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Je n'en vois plus arriver de nouvelles via le chat, donc je pense qu'on a fait le tour. Hop, voilà. Et Là, merci pour j'attends votre... une petite seconde, mais non, il n'y a rien qui arrive. Donc je pense on a bien fait le tour de la question. Donc merci encore pour cet exposé qui était très clair et au plaisir de vous retrouver pour un autre événement du 18-19. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.